Il finit par tomber amoureux de la belle fille qu'il a rencontrée dans la rue et l'emmène chez lui. Laissez votre like et allons-y. Tout commence une nuit. Un jeune homme rentre chez lui et aperçoit une fille aux cheveux roux au loin. Elle attire immédiatement son attention et, avec sa confiance habituelle, il décide de traverser la rue pour lui parler. Cependant, en remarquant son approche, la fille s'éloigne. Excité, il ne remarque pas un camion qui s'approche et finit par être renversé. Il sent la vie s'échapper rapidement, mais avant que tout ne devienne sombre, il entend une conversation entre la fille et le conducteur. C'est alors qu'il découvre qu'en réalité, c'est elle qui s'est jetée sur lui, le protégeant de l'impact et prenant sa place. Là, étendu sur l'asphalte, il parvient seulement à la voir s'éloigner vers la lune, devenant encore plus fascinante à ses yeux. Malgré la douleur, il rassemble ses forces pour demander au conducteur où elle est allée, mais l'homme insiste pour qu'il reste silencieux, compte tenu de son état critique. Malgré tout, il se traîne déterminé jusqu'à une station de bus, où il la trouve enfin. Surprise de le voir, la fille décide de l'aider à se soigner. Il peut à peine parler, complètement hypnotisé par sa manière d'être, son parfum et sa présence marquante. Sans hésiter, elle enlève son manteau et l'enveloppe pour le réchauffer avant de partir chercher de l'aide. Quand elle se retourne pour partir, il essaie de la retenir, mais elle l'en empêche, expliquant que ses jambes sont cassées et que l'adrénaline de l'accident diminue. Bientôt, il ne pourra plus bouger. Elle lui dit au revoir et s'en va, tandis que lui, dominé par la douleur, sent son corps s'effondrer. Ses yeux se ferment et il la voit disparaître dans la neige. Cependant, au milieu de la souffrance, une impulsion naît en lui. La passion qui est née en un instant le pousse à rassembler ses forces pour crier et lui demander d'attendre. La fille essaie de le faire arrêter, avertissant que s'il continue à forcer son corps, il pourrait finir par mourir. Mais lui, d'une voix faible, répond qu'en la voyant partir cette nuit-là, elle ressemblait à une princesse en route vers la lune. Quelqu'un désiré par tous, mais pour qui personne ne se battait. C'est alors qu'il a compris. Quand on aime quelqu'un, il faut se battre, ou cette personne disparaîtra pour toujours. Et c'est là qu'il a décidé que, même si cela lui coûtait la vie, il irait après elle. Respirant profondément, il rassemble son courage et déclare qu'il l'aime depuis le moment où il l'a vue, même sans connaître son nom. Ensuite, il demande si elle accepterait de sortir avec lui. La fille, surprise par la confession, commence à s'éloigner. Son cœur se serre, mais soudain, elle s'arrête, se retourne et dit qu'elle sortirait avec lui s'il se mariait d'abord. Sans réfléchir deux fois, emporté par l'émotion, il répond que oui, qu'il se marierait avec elle et ne regretterait jamais ce choix. Mais l'instant suivant, la douleur le submerge à nouveau et il s'évanouit. Quelque temps après, il se réveille à l'hôpital avec les fleurs se balançant au vent et l'hiver déjà passé. Pendant qu'il se remet de ses blessures, il réfléchit à tout ce qui s'est passé et commence à se demander si la réponse de la fille n'était qu'une manière gentille de le rejeter sans être cruel. De plus, il se demande quel pourrait être son nom. Lorsqu'il est autorisé à sortir, il essaie de reprendre sa vie, mais il ne parvient pas à entrer à l'université qu'il souhaitait, finissant par perdre une année. Malgré cela, il ne renonce pas et continue d'être le meilleur élève possible. Plusieurs écoles essayent de le recruter, mais il refuse toutes, car son véritable objectif est de retrouver la fille de cette nuit-là. Pour cela, il commence à travailler sans relâche, occupant tout son temps dans l'espoir de la revoir un jour, mais elle n'apparaît jamais. Pour ne pas inquiéter ses parents avec sa routine épuisante, il loue un petit appartement et déménage. Une nuit solitaire, perdu dans ses pensées, il souhaite plus que tout la revoir une fois de plus. Comme dans un rêve, l'interphone sonne, il ouvre la porte et sous la lumière argentée de la lune, elle est là. La fille qui n'a jamais quitté ses pensées le regarde et sourit doucement. Puis, elle le salue en disant qu'ils se sont enfin retrouvés. Ensuite, elle se présente. Son nom est Tsukasa. Avant qu'il ne puisse réagir, elle demande si elle peut entrer car elle doit parler de quelque chose d'important. Sans un mot, il l'invite à entrer, complètement paralysé par le charme de sa présence. Il s'assoit et elle glisse un papier sur la table, lui demandant de signer. Curieux, il demande de quoi il s'agit et elle répond. C'est la promesse qu'ils ont faite cette nuit-là. Elle rappelle que pour partir ensemble, ils devraient se marier. Il est surpris, mais Tsukasa précise que s'il ne veut pas, ce n'est pas grave. Elle partira simplement. Sans perdre une seconde, il attrape le papier et affirme qu'il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas. Même avec le temps qui a passé, il l'aime toujours et rien ne changera cela. Un peu gêné de dire cela à voix haute, il prend une grande inspiration et commence à remplir le document presque sans le lire. Une fois terminé, il lui remet les papiers et elle déclare alors qu'elle l'accompagnera au bureau d'état civil pour officialiser le mariage. Cela lui semble un peu soudain, mais sans hésiter, il décide de la suivre. En chemin, Tsukasa commence à prononcer son nom et demande comment il se sentirait avec son nom de famille. Yusake commente qu'il a toujours trouvé son propre nom étrange, mais elle explique qu'en réalité, le nom Nasa est très spécial pour elle et qu'elle le trouve même charmant.
Cela rend Yusaki plus tranquille, comme si d'une certaine manière tout s'était arrangé. À leur arrivée au bureau d'état civil, on leur informe que, étant mineurs, ils ont besoin de l'autorisation des parents. Après avoir remis les documents, le fonctionnaire les félicite pour leur fiançailles. Laissant Yusaki un peu gêné. En sortant, Tsukasa demande s'il aimerait marcher main dans la main. Encore incertain, il demande s'il peut vraiment faire ça. Elle sourit et rappelle que maintenant qu'ils sont mariés, il peut tenir sa main quand il veut. Juki, tout nerveux, lui prend la main, ressentant sa douceur et pensant lui-même que c'est le meilleur moment de sa vie. Il peut enfin tenir sa main chaque fois qu'il le souhaite. Cependant, il finit par serrer un peu plus fort qu'il ne devrait, ce qui la fait rire et elle lui dit qu'il serre trop fort. Tsukasa, remarquant son excitation, commente qu'elle n'est pas convaincue qu'il ait vraiment compris et qu'il a fini par le dire à voix haute. Yusaki, tout gêné, s'excuse. Elle demande s'ils sont déjà mariés. Il confirme. Et elle, avec un sourire, dit qu'alors il peut tenir sa main quand il veut. Les deux continuent de marcher vers la maison. Et Tsukasa, curieuse, demande s'il a 2 matelas. Juki répond qu'il n'en a qu'un, ce qui intrigue encore plus Tsukasa. Plus tard, Yaki est allongé sur le lit, réfléchissant au mariage et au fait de pouvoir enfin tenir sa main. Il se rend compte qu'ils devront partager l'espace et réalise rapidement que le lit est très petit pour eux deux. En pensant à acheter un nouveau lit en ligne, il se rend compte qu'il n'arriverait pas à temps. Alors, il commence à arranger des coussins pour essayer de trouver une façon de dormir confortablement ensemble. À ce moment-là, Tsukasa entre dans la pièce et en voyant ce qu'il fait, elle commente que de la façon dont il a arrangé, ce sera inconfortable pour dormir. Yusaki, surpris, demande depuis quand elle est là et pourquoi elle n'a pas prévenu avant. Tsukasa explique que la porte était déjà ouverte et qu'elle ne voulait pas déranger les voisins avec le bruit de l'interphone. Elle raconte qu'elle l'observait depuis le moment où il a commencé à arranger le lit. Yusaki, curieux, demande ce qu'elle faisait et elle répond qu'elle prenait sa valise, qui était rangée dans une armoire. Alors, Yaki demande si sa famille ne s'inquiéterait pas de son absence. Tsukasa répond qu'en fait, elle n'a plus d'endroit où retourner. Cela rend Yusaki nerveux, mais elle ajoute rapidement qu'elle va rester là cette nuit et toutes les autres, parce qu'ils sont maintenant mariés et vont vivre ensemble. Elle commente aussi que le lit de Yusaki est très petit pour eux deux. Sans trop réfléchir, Yusaki répond qu'il dormirait par terre avec juste une couverture si nécessaire, pour qu'elle soit à l'aise. Cependant, Tsukasa, souriante, dit que ce ne sera pas nécessaire, car elle passera la nuit à l'hôtel. Cela rend Yusaki un peu triste, ne sachant pas comment faire pour qu'ils puissent vivre ensemble. Voyant sa déception, Tsukasa lui demande de se calmer et dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Son attitude tranquille rend Yusaki plus sûr de lui et, sans réfléchir, il s'agenouille et lui demande à nouveau sa main en mariage. Tsukasa, surprise, répond qu'elle connaissait déjà la raison et que ce serait idiot de ne pas comprendre. Alors elle lui pose la même question. Yaki, tout gêné, répond que sa raison est qu'il l'aime. Tsukasa sourit et dit que c'est exactement pour cela qu'elle s'est mariée avec lui, parce qu'elle n'épouserait que quelqu'un qui l'aime vraiment. Yusaki, curieux, demande pourquoi elle l'aime, mais elle répond que c'est quelque chose qu'elle ne va pas dire et lui fait ses adieux. Yusaki, un peu perdu, l'accompagne jusqu'à la porte et en la voyant partir, ressent une sensation d'abandon, craignant qu'elle ne disparaisse à nouveau comme la dernière fois. Avant qu'elle ne parte pour de bon, il l'appelle et lui demande de ne pas s'en aller. Il dit qu'il va aller dans un magasin acheter un matelas pour qu'elle n'ait pas besoin de passer la nuit dehors. Tsukasa, souriante, répond que le matelas devrait alors être en mousse viscoélastique. Ensuite, ils vont tous les deux dans un grand magasin plein de matelas et Yusaki commence à expliquer les différences entre les modèles et leurs prix, assurant qu'elle peut choisir ce qu'elle veut sans se soucier du coût. Tsukasa, souriante, dit que ce sera le premier cadeau de son mari. Au milieu de tout cela, Yaki réalise que c'est presque comme un rendez-vous. Il s'enthousiasme et essaie de lui tenir la main. Après tout, elle est maintenant officiellement sa femme. Tsukasa, sans hésiter, lui prend aussi la main et ensemble, ils commencent à choisir le matelas idéal. Après un moment, ils retournent à l'appartement de Yaki et ils commencent à déballer les nouveaux matelas. Yusaki étend le matelas de Tsukasa et elle, excitée, s'y allonge immédiatement pour le tester. Timide, elle invite Yusaki à s'allonger à ses côtés, mais il répond rapidement qu'il a acheté le matelas pour qu'elle soit la première à l'utiliser. Après un moment, Tsukasa demande où se trouve la salle de bain. Yusaki, un peu embarrassé, répond qu'il n'en a pas chez lui et qu'il a l'habitude de prendre un bain dans un bain public le matin. En entendant cela, Tsukasa commente que pour elle, il manque encore beaucoup de choses pour dormir là. Alors il suggère qu'ils sortent ensemble pour acheter ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent se reposer correctement. Quelques minutes plus tard, avec tout déjà acheté, Tsukasa va dans la cabine d'essayage pour se changer.
Yusaki voulait aussi se changer, mais elle l'en empêche, disant qu'il peut se changer où il veut, car cela ne pose pas de problème. Yusaki, timide, répond qu'il ne le ferait pas parce qu'il serait gêné. Tsukasa, en riant, dit que c'est bien, car elle serait aussi embarrassée si quelqu'un la voyait se changer. Quand elle sort de la cabine d'essayage avec les cheveux attachés, Yusaki l'observe et pense qu'elle est encore plus belle ainsi. Déjà à l'heure de dormir, Yusaki, excité, remarque que Tsukasa est déjà profondément endormi, tandis que lui n'arrive pas à dormir, nerveux et enthousiaste. Il se tourne pour l'observer et à ce moment-là, elle bouge et finit par sortir du matelas. Ses cheveux, qui étaient attachés, se détachent et tombent doucement. Yusaki, sans réfléchir, se lève pour les arranger et la couvrir pour qu'elle ne prenne pas froid. Mais en la voyant allongée là, l'atmosphère le rend très nerveux. Il regarde sa nouvelle épouse et a envie que le premier baiser ait lieu quand elle sera réveillée. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Tsukasa bouge et se réveille. Il est effrayé, pensant avoir été pris sur le fait, mais elle se lève simplement pour boire de l'eau. Soulagée, Yusaki se recouche. Quand elle revient, elle se jette sur le lit et, sans s'en rendre compte, se couvre avec sa couverture, le laissant avoir froid. Le lendemain matin, Yusaki se réveille et voit Tsukasa un peu confuse, avec les cheveux en désordre et 2 couvertures sur elle. En commençant à enlever son pyjama sans se rendre compte que Yusaki est encore dans la chambre, il, un peu gêné, lui demande d'attendre, puisqu'il est encore là. Ensuite, il sort de la chambre pour qu'elle puisse se changer tranquillement. Tsukasa commente qu'il y a beaucoup de lumière dans la chambre pour se changer là. Yusaki, nerveux, décide d'attendre dehors. Quand il revient à la cuisine, Tsukasa était déjà là et elle demande s'il l'a encore appelé par le nom de la maison. Yusaki confirme et Tsukasa, réfléchissant un peu, dit que maintenant qu'ils partagent le même nom de famille, elle devrait l'appeler autrement. Et avec un sourire, elle dit qu'après réflexion, elle va l'appeler Nasa. Cela laisse Yusaki complètement gêné et il commence à sentir des papillons dans le ventre. Le lendemain, Tsukasa propose de préparer le petit déjeuner. Et Yusaki, toujours avec ce sourire niais sur le visage, observe simplement. Quand Tsukasa ouvre le réfrigérateur, elle tombe sur un seul type d'aliment. Yusaki, tout tranquille, dit que c'est le meilleur pour maintenir la santé et plein de vitamines, sans rien gaspiller. Tsukasa rit, trouvant cela amusant, et commence à préparer une variété de plats pour le petit déjeuner, laissant Yusaki impressionné par son habileté. Après avoir mangé, elle demande à propos des bains publics que Yusaki a mentionné la nuit précédente, et il répond qu'ils iraient là-bas après le petit déjeuner. Puis elle demande s'il a du savon et du shampoing pour elle, et Yusaki, sans trop réfléchir, dit qu'il en a en réserve, mais finit par découvrir que ceux qu'il a ne lui conviennent pas. Alors, il décide de passer dans un magasin avant d'aller au bain public pour qu'elle achète ce dont elle a besoin. Quand ils arrivent, ils rencontrent Kanen, une des employées et fille des propriétaires. Elle regarde Yusaki et Tsukasa avec surprise et commente qu'après avoir tant étudié avec Yusaki, elle pensait qu'il ne s'intéressait plus aux filles, ce qui rend Yusaki tout gêné, répondant rapidement que oui, il est attiré par les femmes, surtout par Tsukasa. Kanen, en riant, dit qu'ils ressemblent à un couple, et Yusaki, tout gêné, répond qu'ils ne sont pas seulement un couple, mais qu'ils sont mariés depuis la veille. Cela choque Kanen, mais elle, heureuse de la nouvelle, dit que pour célébrer, elle va les laisser entrer gratuitement au bain. Tsukasa remercie pour le geste et décide d'entrer en premier. Quand elle dit au revoir à Yusaki, il va aussi entrer, mais Kanen le tire en arrière et dit qu'il ne peut entrer gratuitement que s'il raconte ce qui s'est passé, comment ils se sont mariés. Curieuse, elle demande quel âge a Yusaki et il répond qu'il a 16 ans, ce qui surprend totalement Kanen, au point de crier qu'il a un goût particulier pour les filles plus jeunes, provoquant un tumulte. Après cette confusion, Kanen demande quand aurait lieu la cérémonie, et Yusaki, un peu incertain, commente qu'il n'avait pas pensé à faire une cérémonie, car il pense que c'est une dépense inutile. Kanen est un peu déçu et demande quand il offrirait une bague. Et Yusaki, sans trop de soucis, répond qu'une bague n'est pas si essentielle. Cela la fait soupirer et demander s'il a au moins fait une demande en mariage. Yusaki, un peu gêné, admet qu'il n'a pas demandé, ce qui fait commenter Kanen, un peu en philosophant, qu'en réalité, ni la cérémonie, ni la bague, ni la demande ne sont si nécessaires. Elle dit que l'essentiel est que s'il s'est marié avec Tsukasa, c'était par amour et que maintenant sa responsabilité est de la protéger, de prendre soin d'elle et de la rendre heureuse. Les paroles de Kanen, malgré son âge, font réfléchir Yusaki et lui, motivé par ce discours, décide qu'il va vivre pour rendre Tsukasa heureuse, même sans bague ni cérémonie. Yusaki, quant à lui, commence à se souvenir de l'accident, de ce qu'il a ressenti et de comment il a failli mourir. Ce moment l'effraie et il se réveille en sursaut, essayant de se rappeler de la réalité. Bientôt, Aya apparaît en saluant Yusaki et commente qu'elle a déjà rencontré Tsukasa. Yusaki confirme que Tsukasa fait partie de sa famille et Aya commence à raconter à Tsukasa que grâce à Yusaki, les bains publics ont été sauvés. Tout cela parce que après une mauvaise gestion et quelques détournements de fonds par le grand-père d'Aya, les bains étaient au bord de la faillite. C'est Yusaki qui, avec son aide, a doublé le nombre de clients et sauvé l'endroit. Tsukasa, reconnaissante, sourit, mais Yusaki, avec humilité, dit que c'est Aya elle-même qui a sauvé le lieu avec son dévouement. Pendant ce temps, Tsukasa commence à remarquer qu'il y a une tension dans l'air entre les deux, alors elle demande d'où Yusaki connaît Aya.
Yusaki, un peu sans savoir comment expliquer, dit qu'il la connaît à l'école quand ils étaient amis. Déjà dans l'appartement, Tsukasa commence à ressentir une solitude qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle se souvient de la promenade qu'elle a faite après l'accident, quand elle se sentait invisible avec le sang marquant la neige et se demandant combien de temps elle devrait encore marcher pour trouver quelqu'un qui l'attendrait dans un foyer, quelqu'un qui l'accueillerait avec affection. Maintenant, seule dans l'appartement, elle se demande si Yusaki tiendra vraiment sa promesse de l'accompagner. Elle commence à nettoyer l'endroit, essayant d'occuper son esprit, mais le silence autour d'elle la fait se sentir encore plus seule. Quand Tsukasa commence à inspecter l'appartement, elle est surprise de constater que Yusaki avait déjà tout organisé, quelque chose qu'elle n'attendait pas mais qui ne l'étonne pas non plus, puisqu'il a toujours été si méthodique. Ensuite, elle décide de jeter un œil dans l'armoire. Essayant de voir s'il y a quelque chose hors de place, mais en imaginant qu'elle pourrait trouver quelque chose de trop personnel, elle hésite et finit par renoncer à fouiller là. Elle décide alors de préparer de la nourriture pour offrir à Yusaku un accueil chaleureux, mais elle doute d'avoir le temps avant le déjeuner, ne sachant pas exactement quoi faire. Au milieu de ses pensées, la sonnette retentit et Tsukasa, pensant que ce serait Yusaku, va ouvrir la porte. Cependant, en ouvrant, elle se retrouve face à sa sœur, Chitu. Chitu la salue et, avec un ton de mépris, commente qu'elle est surprise de voir Tsukasa dans un appartement si modeste. Tsukasa, sans patience, l'interrompt en fermant la porte au nez de sa sœur. Mais Chitu ne renonce pas et commence à frapper à plusieurs reprises, demandant à être entendue. Tsukasa, irritée, demande ce qu'elle veut et Chitu répond que tant la grand-tante qu'elle-même était inquiète de la disparition soudaine de Tsukasa. Tsukasa, sans hésiter, répond que si elle était encore là, elle serait un fardeau pour les autres et demande si la grand-tante savait que Chitu était à sa recherche. Chitu, prise de court, dit que tout ce qu'elle faisait était pour Tsukasa et tente de l'embrasser. Mais Tsukasa recule, rejetant le geste. Tsukasa, avec sérénité, suggère que Chitu retourne et dise à la grand-tante qu'elle est déjà mariée. Cela surprend encore plus Chitu, mais Tsukasa la rassure en disant que dans quelques jours, il se présenterait à tout le monde et pourrait alors être en paix. Sur ce, Tsukasa prend congé et ferme la porte. Quelques minutes plus tard, Yusaku sort de l'appartement et trouve Chitu assise sur les escaliers menant à l'étage où il habite. En la voyant pleurer, il s'arrête et s'approche pour la réconforter sans savoir qu'elle était la sœur de Tsukasa. Après l'avoir calmé, Chitu demande ce qu'il avait l'intention de faire et Yusaku répond qu'il cherchait un endroit pour demander Tsukasa en mariage, ce qui la laisse perplexe. Mais avant qu'elle ne puisse dire quelque chose de plus, Tsukasa apparaît à la porte et, en les voyant converser, commente qu'elle a entendu sa voix et est sortie pour comprendre ce qui se passait. Yusaku explique qu'il s'est souvenu qu'il n'avait qu'une seule clé et qu'elle ne pourrait pas sortir sans lui. En entendant cela, Chitu est choquée et furieuse de découvrir que Yusaku est le mari de sa sœur. Dans un accès de colère, elle essaie de l'attaquer, mais Yusaku, essayant de garder son calme, demande à Tsukasa si elle connaît bien sa sœur. Tsukasa, calme, confirme que Chitu était la fille des personnes qui se sont occupées d'elle. Yusaku se présente alors à Chitu, qui reste sur la défensive, clairement méfiante envers lui. Il essaie de garder son calme et suggère qu'il serait préférable de discuter plus tranquillement, en invitant Chitu à entrer dans l'appartement pour un dialogue serein. Chitu, pas convaincu que Yusaku soit un bon choix pour sa sœur, décide de l'emmener de force chez elle pour le confronter. Pendant le trajet, elle commence à faire des accusations infondées, essayant de révéler des mensonges sur lui et sa relation avec Tsukasa. Elle appelle alors ses servantes, Aurora et Charlotte, pour l'aider, mais les choses ne se passent pas comme elle l'espérait. Les deux, sans le vouloir, finissent par créer une situation embarrassante pour Chitu, car ce qu'elle voulait vraiment, c'était des photos compromettantes de Yusaku et Tsukasa. Profitant de la confusion, Yusaku s'échappe dans l'ombre. Pendant ce temps, Chitu et ses servantes commencent à le chercher dans la maison. Et Yusaku, entendant leur voix, se cache dans une pièce avec un parfum familier très semblable à celui de Tsukasa. En explorant l'endroit, il tombe sur une boîte spéciale contenant une pierre de lune scintillante. En observant de plus près, il remarque que la pierre est soigneusement gardée et que la boîte possède des inscriptions détaillées. À ce moment-là, Charlotte surgit en ouvrant la porte avec force et tente d'atteindre Yusaku avec une épée, croyant qu'il avait envahi une zone restreinte. Cependant, pendant le combat, l'épée de Charlotte finit par toucher le verre de la boîte qui gardait la pierre lunaire, le brisant. Tous restent stupéfaits et Yusaku demande immédiatement qu'on apporte les outils pour réparer la boîte. Pendant qu'il effectue la réparation, Chitu demande s'il connaît le passé de Tsukasa, ce à quoi Yusaku répond négativement, laissant Chitu profondément offensée. Elle se confie en disant qu'elle ne comprend pas comment Tsukasa a pu tomber amoureuse de quelqu'un comme lui. Plus tard, dans l'appartement de Yusaku, Tsukasa lui demande d'allumer la télévision pour regarder un film, mais en regardant autour, elle se rend compte qu'il n'a même pas de télé. Intriguée, elle demande pourquoi, et Yusaku, un peu gêné, explique qu'il n'est pas très fan de cinéma. Cela la laisse un peu déçue, car elle espérait qu'il partagerait avec elle l'émotion de voir des films, et non qu'il le fasse seulement par courtoisie. Tsukasa commence à expliquer que, pour elle, le cinéma est quelque chose de plus profond, qui implique des sentiments réels et de l'empathie.
Ensuite, ils vont dans un centre commercial pour acheter une télévision et Yusaku commence à analyser les prix et les spécifications. Cependant, Tsukasa commande que cela n'a pas tant d'importance, puisque l'essentiel est de vivre l'expérience cinématographique indépendamment de la netteté de l'image. Des heures plus tard, Yusaku parle avec Kanen au bain public de la demande en mariage qu'il a faite à Tsukasa à l'église. Kanen, sur un ton enjoué, dit qu'il était temps. Elle demande quand Yusaku remettra la bague, mais lui, souriant timidement, répond qu'il pense que Tsukasa ne voit pas cela comme quelque chose d'essentiel. Kanen explique à Yusaku que toutes les objections que Tsukasa fait sur les choses chères ou raffinées sont en réalité une manière gentille de protéger son ego, car elle est une personne généreuse qui se soucie de ses sentiments. Cela amène Yusaku à réfléchir plus profondément sur Tsukasa et les raisons pour lesquelles elle agit avec tant de discrétion par rapport à certains luxes. Quelques minutes plus tard, Tsukasa sort du bain toute renouvelée. Et Yusaku l'observe avec un regard doux, comme s'il la voyait ainsi pour la première fois. Tsukasa remarque son regard et tous deux restent silencieux, un peu gênés, en disant au revoir à Kanen avant de se diriger vers l'appartement. En chemin, Yusaku commente qu'après le déjeuner, il devra aller travailler et ne devrait revenir qu'autour de 9 heures du soir, puisqu'il avait manqué la journée précédente sans prévenir. Tsukasa se sent un peu triste à l'idée de passer la journée seul. Dans le parc, Yusaku remarque qu'ils sont complètement seuls. Tsukasa est assise sur un banc, regardant le lac et semblant introspective. En l'observant de plus près, il remarque qu'elle semble abattue, peut-être parce qu'elle sait qu'elle sera seule pendant des heures. Il s'approche et lui prend la main, surprenant Tsukasa. Puis, sans rien dire, il l'embrasse avec passion. Au loin, Charlotte et Aurora observent la scène. Des heures plus tard, Yusaku dit au revoir à Tsukasa en disant qu'il doit aller travailler. Elle, un peu inquiète, demande si tout va bien, et il répond qu'il se demandait simplement si elle serait encore là quand il reviendrait. Tsukasa, souriante, répond que s'il veut en être sûr, il peut revenir plus tôt. Cela le motive à se dépêcher au travail et à revenir dès que possible. Pendant le travail, Yusaku ne peut pas sortir Tsukasa de sa tête, ni le baiser qu'ils ont échangé au parc. Il la voit si charmante et fragile, triste qu'ils doivent partir travailler et cela le touche beaucoup. Il commence à se demander comment faire pour ne pas se sentir seul quand elle n'est pas là. Et plus encore, comment s'assurer qu'elle ne se sente pas seule en son absence. Alors qu'il réfléchit, il se souvient du moment où il a tenu la main de Tsukasa et de ce que Kanen a dit à propos de la bague de fiançailles, réalisant que quelque chose de symbolique pourrait représenter qu'ils ne seront jamais séparés, que ce soit par la distance ou par les circonstances. Plus tard, en rentrant chez lui, Yusaku est accueilli par Tsukasa, qui a déjà préparé le dîner. Cela le fait sourire, réconforté de la voir là, l'attendant. Après un moment agréable ensemble, il lui demande si elle aimerait un anneau de fiançailles, comme symbole de l'amour véritable qu'il ressent pour elle. Tsukasa, cependant, répond qu'elle ne trouve pas cela nécessaire. Après tout, ils sont déjà mariés. Yusaku est surpris par la réponse et essaie d'introduire l'idée d'une bague de mariage, avec des diamants, mais Tsukasa le corrige rapidement, expliquant que les alliances ne sont pas exactement ce qu'il pensait. Elle dit que la bague de fiançailles est donnée lors de la demande, tandis que l'alliance est échangée lors de la cérémonie. La bague de fiançailles est généralement plus voyante et réservée pour des occasions spéciales, avec une valeur symbolique élevée, quelque chose d'approchant 3 mois de salaire. Cette explication laisse Yusaku quelque peu impressionné, surpris par la valeur symbolique du geste, mais aussi confus par la complexité de ses traditions. La conversation s'approfondit et se transforme en une réflexion sur l'amour et l'engagement entre eux. Yusaku est bien que pris par surprise, sans qu'il comprenne mieux les sentiments et les coutumes de Tsukasa. Ils continuent à converser avec tendresse et attention, partageant déjà la compréhension que, pour eux deux, le plus important n'est pas la valeur des choses, mais l'amour sincère qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Le lendemain, en arrivant à la bijouterie, Yusaku est étonné par les prix des bagues. Certains dépassent 3 salaires, ce qui le laisse complètement déconcerté. Il demande à la vendeuse pourquoi ils sont si chers, et elle explique que ces diamants sont rares, totalement légitimes, et que le magasin est le seul au monde à offrir ces gemmes. Elle dit aussi que les bagues de fiançailles doivent être spéciales, mais pas excessivement voyantes. Elles doivent briller comme l'amour quotidien des couples. Simple, mais avec un éclat propre. Cela fait réfléchir Yusaku, et il décide d'acheter une bague. Mais à sa surprise, Tsukasa apparaît dans le magasin, le tire en arrière et, avec fermeté, dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il achète vraiment ces bagues si chères. Elle suggère qu'il visite un autre magasin avec des prix plus abordables. Quelques minutes plus tard, ils sont déjà dans un autre endroit avec des pièces bien plus abordables, ce qui surprend Yusaku. Il demande à Tsukasa quel anneau elle aimerait, disant qu'il veut en acheter un pour elle pour qu'elle ne se sente jamais seule. Tsukasa, ému par le geste, l'embrasse sur la joue, ce qui le surprend. Lui, ne comprenant toujours pas, demande la raison et elle répond qu'elle tient beaucoup à lui. Et en le voyant faire tant d'efforts pour la rendre heureuse, elle a ressenti le besoin d'exprimer sa gratitude.
Avec les anneaux achetés, les deux retournent à l'appartement. Tsukasa dit à Yusaki qu'elle n'oubliera jamais ce jour et comment il a montré tant d'affection et de soins. Elle croit qu'avec le temps, leur amour ne fera que briller davantage, comme l'éclat des anneaux. Le lendemain matin, Tsukasa se réveille tôt et commence à préparer le café. Yusaki, encore en train de penser à la veille, remarque à quel point le lit est petit et à quel point l'appartement semble étroit pour deux. Il commence à envisager un déménagement, peut-être vers une maison plus spacieuse, avec une salle de bain privée. Déterminé, il demande à Tsukasa si elle aimerait déménager dans un endroit plus grand, puisque l'espace actuel semble limité. Tsukasa, surprise, dit qu'elle ne le souhaiterait pas, car elle s'est déjà habituée à l'environnement petit. Le soir après le travail, Yusaki marche jusqu'au bâtiment et réfléchit à la manière d'aborder le sujet du déménagement sans qu'elle se sente mal ou pense qu'il veut s'éloigner.